Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout dernier rendez-vous de ce premier festival de la newsletter chez Média en Scène. Merci beaucoup si vous nous avez suivis tout au long de la journée. Merci aussi si vous nous rejoignez. Pour clôturer cette journée, on va finir cette journée comme on l'a commencé, en rencontrant des auteurs et autrices de newsletters, mais en les rencontrant d'une manière un peu différente de d'habitude. Les newsletters en général, on les reçoit le matin. Si la journée est un peu chargée, on n'a pas forcément le temps de les lire dans la matinée, c'est peut-être vers le coup de 17-18 heures, soit quand on a une petite baisse d'énergie, ou soit quand on rentre chez soi, qu'on retourne du côté de sa boîte mail perso et qu'on clique sur quelques-uns de ces mails auxquels on est abonné et qu'on attend avec impatience. C'est un peu l'exercice qu'on va vous proposer ce soir pour terminer. On a invité 3 autrices, en l'occurrence, de newsletters, à venir non seulement vous lire, à venir vous envoyer une de leurs newsletters, mais surtout à vous les lire à haute voix et en même temps vous montrer les visages qui se cachent derrière ces newsletters. On commence tout de suite avec Sandrine Tolotti. Bonjour Sandrine et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonjour Maxime. Donc Sandrine, vous avez créé une newsletter qui s'appelle L'Intimiste. Et c'est justement le thème auquel on a voulu consacrer cette séance de lecture, le thème de l'intime. C'est une newsletter qui quand même est à contre-courant de beaucoup de choses qu'on trouve d'habitude dans les newsletters. C'est une newsletter très longue qui fait le choix de textes très travaillés, très écrits. Et je pense que le meilleur moyen d'en avoir un aperçu, c'est peut-être que vous nous en lisiez un extrait. Avec plaisir. Quel est l'objet du mail que vous nous envoyez ce soir ? Alors, ce n'est pas le mail entier, puisqu'elle est très longue. Donc, j'ai choisi une des histoires qui composent la newsletter. Et celle-ci s'appelle « Une femme en roue libre ». L'information est passée inaperçue, mais le 23 septembre 2020, Min-soo a changé de vie. Ce jour-là, la mère de famille irréprochable, l'épouse effacée, la grand-mère babysitter, a sorti sa petite polo blanche du parking de sa résidence de Zhengzhou, dans le Henan, en plein centre de la Chine. Et elle a fait exactement ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. Au nez et à la barbe des incrédules, son mari, au premier chef. Elle a taillé la route, seule. Dans le coffre et à l'arrière, le bric-à-brac des casseroles, fétou, poêles, réchaud à gaz, pack d'eau, valises pleines de vêtements chauds, plus la batterie solaire, le mini-réfrigérateur, la tente, et on en passe, indiquaient clairement qu'elle ne comptait pas rentrer de sitôt. Elle allait voir du pays la jeune retraitée de 56 ans qui, un an plus tôt, n'imaginait même pas que ce fût possible pour une femme de voyager seule. Elle en avait eu la révélation l'hiver précédent en cherchant sur Internet l'un de ses romans qui raconte des histoires de voyage dans le temps. Elle adorait ça. À l'époque, c'était encore son unique moyen d'échapper à une existence suffocante. Depuis plus de 30 ans, Min-soo vivait incarcérée dans un mariage toxique avec un homme qui ne s'était privé de la couvrir ni de ses coups, ni de son mépris. J'avais le sentiment d'être une erreur ambulante, dira-t-elle. Il pinaillait sur chaque dépense, il choisissait seul le programme télé, alternant chaînes de sport et chaînes d'information qu'elle fuyait. Il lui imposait ses préférences culinaires et, détestant la cuisine épicée, il l'avait privée toute sa vie des piments rouges qu'elle aimait tant. L'épouse avait enduré, appris à se taire pour échapper au sarcasme incessant, fait des tentatives de suicide à répétition. Alors, quand elle était tombée sur un journal de voyage en solitaire, elle avait enfin entrevu l'issue puisque le divorce ne lui paraissait pas vraiment une option, notamment parce que tout était à son nom, à lui. Elle voyagerait.
Elle n'en ferait qu'à sa tête, mangerait des piments à s'en donner des suées. Elle serait égoïste, elle ne s'occuperait plus du bonheur des autres, mais du sien. Pendant de longs mois, Min-soo a mûri son projet en douce, rempli son panier d'achats en ligne, découvert toutes les astuces pour voyager à bon marché avec ses maigres économies et sa petite retraite. Puis, elle avait annoncé que le jour de l'entrée en maternelle de ses petits-fils, elle partirait. Le Covid allait reporter l'affaire de 6 mois, mais le 23 septembre dernier, donc, enfin 2020 donc, ce fut fait. Quand j'ai laissé derrière moi le péage de Zhengzhou, confie-t-elle à l'un des nombreux journaux qui ont raconté son histoire, je me suis sentie libre pour la première fois de ma vie. Oui, parce que 7 mois et demi, 15 000 kilomètres, quelques galères et beaucoup de belles rencontres plus tard, Min-soo, sa polo et sa tante, perchées la nuit sur le toit de la susnommée, sont des stars. Un peu avant son départ, histoire d'eux, la quinquagénaire avait appris à faire des vidéos. Et c'est tout naturellement qu'elle s'est mise à raconter son road trip entre récits de voyage et journal intime d'une délivrance sur un réseau social populaire. Elle possède aujourd'hui, selon le New York Times qui a lui aussi raconté son histoire, 1 350 000 followers sur les différents médias sociaux chinois. Avec le hashtag « épouse en fuite ». Son calvaire a manifestement touché une corde sensible chez les femmes de sa génération, souvent astreintes à un enfermement comparable, et chez leurs filles, qui ruent dans les brancards et voient en celle qu'elles appellent maintenant « tante Sue » un modèle pour leur mère qui n'ose pas. Min-soo ne prend plus d'antidépresseurs, ne se demande plus en permanence si son mari lui reproche de n'être pas assez jolie ou de ne pas lui avoir donné un fils. Peu lui importe à présent. Elle commence même à le voir davantage comme un homme malheureux que comme un tyran. Quand elle rentrera, un jour, après avoir visité toute la Chine, mais rien ne presse, quand elle aura fait une orgie de piment rouge, plus rien ne sera comme avant et l'homme n'est pas né, qui pourrait lui retirer la liberté qu'elle s'est taillée sur la route en coupant quelques virages. Voilà, merci. Merci beaucoup Sandrine d'avoir choisi un aussi beau texte et voilà, aussi révélateur du travail que vous faites sur l'intimiste avec cette attention aux petits détails. Vous pouvez peut-être, donc là on a quelques minutes pour que vous nous présentiez un peu ce projet. Donc je ne vous ai pas présenté, vous êtes l'ancienne rédactrice en chef de Books. Oui. Et à quel moment vous est venue l'envie et l'idée de créer cette newsletter L'Intimiste ? Oh, c'est une très vieille histoire. Je crois que la petite graine a été semée dans mon esprit par l'historien Marc Ferraud il y a très très longtemps. Je l'avais interviewé et il était en train d'écrire à l'époque ce qui allait devenir son livre sur les individus face aux crises du XXe siècle. Et il était encore tout estomaqué par un sondage qu'il avait lu, une enquête qui avait été menée dans la France rurale des années 80. On avait demandé aux gens quels sont pour vous les événements les plus importants du XXe siècle. Alors, au premier rang était venue la Seconde Guerre mondiale, ce qui paraît logique. Mais en second, ce n'était ni la Première Guerre mondiale, ni la Révolution russe, ni, je ne sais pas, l'invention de la bombe atomique, ni le premier homme sur la Lune, et tout un tas de choses auxquelles on pourrait penser spontanément, non. Le second événement le plus important du XXe siècle, c'était l'arrivée du tracteur. Et Marc Ferraud avait eu cette phrase, « Les gens ne vivent pas dans l'histoire, ils vivent leur vie ». Et j'avais immédiatement traduit, « Les gens ne vivent pas dans l'actualité, ils vivent leur vie ». Et cette phrase était tombée sur un terreau fertile parce que j'étais reporter à l'époque. Et à chaque fois que je revenais de reportages, où en général on me demandait des reportages sur des situations politiques, j'étais frustrée de ne pas pouvoir raconter le reste, les parties de foot, les pique-niques. Il y a très très peu d'événements qui suspendent la vie. Le confinement, les bombardements, et c'est à peu près tout.
Sinon, la vie normale, une forme de vie normale, continue toujours. Et on la raconte peu. Donc voilà, donc c'est comme ça que c'est né, avec évidemment en filigrane aussi la lecture de Georges Perec et l'idée qu'il faut interroger l'habituel, questionner les petites cuillères, que les journaux ne parlent pas du journalier. Et voilà, et depuis ce temps-là, j'ai toujours eu l'envie d'essayer de créer un journal qui parlerait enfin du journalier, et uniquement du journalier. Voilà. Et en termes d'écriture, par rapport à la manière dont vous écriviez en tant que journaliste, est-ce que vous avez transformé votre manière d'écrire? Est-ce que vous êtes allé plus loin? C'est-à-dire que le parti pris narratif de l'intimiste est fondé sur l'idée que si on raconte le quotidien et le quotidien dit banal, ordinaire, et ses petits et grands événements, si on raconte des histoires simples, on risque de rester en surface si on ne le fait pas par le sensible, par le ressenti, par le vécu, par l'épaisseur humaine. Et ça passe par ce que les anglo-saxons appellent la narrative non-fiction, c'est-à-dire un journalisme ancré sur le détail, voilà, et puis sur l'intériorité, d'où le nom l'intimiste. Alors, je découvre moi cette expression de interroger les petites cuillères, mais j'imagine que quand vous suggérez cette idée à vos lecteurs et lectrices, ils doivent à leur tour, ça doit leur suggérer plein de choses. Donc, quelle relation vous avez avec votre communauté et quelle sorte de mail est-ce qu'ils vous envoient en retour? Alors, je crois qu'on peut dire qu'on a une relation presque de connivence. On a une partie de notre lectorat qui est très très accro. Au point que la newsletter n'est pas parue ce dimanche parce qu'elle est un peu irrégulière. Et on a reçu quelqu'un sur Facebook qui a dit « Mais Sandrine Tolotti nous a oubliés ». Très gentiment, bien sûr. Et donc, je l'ai tout de suite rassurée. Donc, on a une relation de connivence qu'on nourrit à la fois par la newsletter, par notre présence sur certains réseaux sociaux, principalement Twitter et Instagram pour le moment. Facebook, c'est pour très bientôt. Et les mails qu'on reçoit et les retours qu'on reçoit de toutes les manières parlent de la newsletter d'une manière un peu inattendue pour nous. Les mots qui reviennent très souvent, c'est douceur, régal. Le vocabulaire gastronomique est très souvent convoqué. On a vu juste avant que la food était une grande tendance des newsletters, donc c'est peut-être parce que les gens la voient partout alors qu'elle n'y est pas forcément. À notre manière, on est dans la tendance. Donc voilà, en tout cas, le retour que nous font nos lecteurs, c'est que c'est une newsletter qui fait du bien. Et on l'avait conçue comme un lieu de répit par rapport à l'actualité et pas de repli, puisque c'est une newsletter au contraire ouverte, qui parle du connu et qui est ouverte sur l'inconnu, puisqu'on parle aussi bien d'ici et d'ailleurs, d'aujourd'hui comme d'hier. Et donc il y a beaucoup d'évasion. Mais on l'avait conçu comme un média qui ferait du bien en second niveau. Et en fait, il fait du bien apparemment en premier niveau. Et ça, on a des retours qui, quelquefois, moi je suis estomaquée. Je crois qu'il y a une lectrice qui m'a le plus frappée, qui nous dit j'ai l'impression de boire une source d'eau pure. Alors là, ce jour-là, je m'en suis pas trop remise. Voilà, ça m'a fait ma journée, je veux dire. Effectivement, vous pouvez l'encadrer, celui-là. Oui. C'est un beau retour. Le temps passe très vite, mais peut-être deux mini-dernières questions. Mais le moment d'envoi de votre newsletter, il n'est pas anodin, et là aussi, il est assez à contre-courant. C'est le dimanche soir. Alors, enfin, de temps en temps. On est un peu irrégulier. Normalement, c'est le dimanche matin. Matin. Mais on s'autorise le dimanche soir, voilà, quand nos tout petits moyens ne nous permettent pas de faire mieux. Pour être dans ce moment de répit voilà, et de l'actualité. En tout cas, le dimanche, pour être effectivement dans un temps qui est un temps de la pause, puisque c'est plutôt une newsletter qui s'adresse aux gens qui sont très connectés, très dans le monde, mais qui, à un moment donné, ont un peu envie d'aller vers une cabane
pour voir le monde autrement. Pas pour s'en extraire, mais pour le regarder d'ailleurs. Et c'est exactement ce qu'on fait. Eh ben, c'est très amusant parce que c'est exactement l'image qu'on avait utilisée quand on est allé voir les Échos pour leur proposer de consacrer un festival à la newsletter en disant que c'était cette petite cabane un peu à l'abri des réseaux sociaux. Donc en tout cas, je plussois complètement cette image. Merci. Le temps passe très vite, donc on doit déjà passer aux lectrices suivantes. Mais merci beaucoup d'être venu. On a beaucoup parlé d'intimité pendant toute la journée, mais sous un aspect plus business. C'était très agréable de le vivre. Grâce à vos mots et grâce à votre newsletter. Donc merci beaucoup Sandrine d'être venue parmi nous ce soir. Merci beaucoup Maxime, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. On enchaîne avec un deuxième projet de newsletter. Quand on parle d'intime, on peut être effectivement dans le repli de la couette du dimanche matin, un peu comme avec l'intimiste, mais on peut aussi être dans les émotions qui sont un peu rentrées, qui peuvent un peu bouillonner. Et ça, c'est un petit peu la ligne édito de Tapage, donc un média qui fait partie du groupe My Little Paris, qui organise donc cette table ronde, et dont la rédactrice en chef vient de s'asseoir à côté de moi, c'est Lola Vout. Bonjour. Bonjour Lola, merci beaucoup d'être là ce soir. Merci, je suis ravie d'être là. Et donc, Tapage est un média engagé, féministe. Est-ce que qui n'a pas peur de faire du bruit? C'est une de ses taglines. Et donc, tu vas nous en donner un aperçu ce soir en nous lisant un extrait. Absolument. Donc, la newsletter que je vais vous lire, elle a été envoyée au début du mois de mai 2020, juste pour un peu de contexte. Donc, au moment du premier déconfinement. Et donc, comme dans toutes les newsletters Tapage, vous allez voir, il y a un best-of des articles à la suite de l'introduction. Donc, l'objet, c'était « Et alors ?» point d'interrogation. S'envoyer tout le programme Festival de Cannes sur Arte et se mater en douce les Harry Potter chaque mardi soir, check. Lire attentivement des articles sur les manières de mieux consommer tout en remplissant son panier Assos dans la fenêtre d'à côté, check aussi. Attendre 55 jours de pouvoir sortir sans attestation pour n'avoir qu'une envie depuis lundi, rester terré chez soi avec un smoothie à un quart de l'exo, check encore. Les paradoxes, on connaît. Ça fait même longtemps qu'on les a acceptés. Déjà parce que c'est complètement ok, vu le niveau de what the fuck ambiant. Ensuite, parce que la plupart n'en sont pas quand on y réfléchit un peu. Cette peur de retrouver le monde extérieur, par exemple, après avoir connu l'angoisse d'être coincé à l'intérieur, c'est un sentiment hyper répandu et assez logique. On se demande toutes à quoi va ressembler cette nouvelle vie où on consomme plus de gel hydroalcoolique que de gin tonic. Apparemment, le truc serait d'y aller petit à petit, chacune à son rythme. Alors si aujourd'hui vous n'êtes pas encore prête à mettre le nez dehors, restez chez vous. Et si demain vous vous sentez l'âme de dévaliser la ville, go for it. En fait, le secret, c'est d'apprendre à se lâcher les basques. Entraînement tout de suite avec 4 paradoxes qui n'en sont pas tant que ça. Donc, numéro 1, avoir un avis sur le fait de ne pas en avoir. Dans la vraie vie comme sur les réseaux, on nage dans un océan d'opinions. Aujourd'hui, avoir un avis tranché sur n'importe quel sujet et s'empresser de le partager est la nouvelle norme. Qu'il s'agisse de la dernière frasque de Kim Kardashian ou du port du masque obligatoire. Si bien qu'on en vient à se demander comment font les autres pour être toujours aussi sûrs d'eux? Comment sont-ils aussi informés? Où trouvent-ils la force de débattre autant? Nous, parfois, on n'a pas d'avis. Ou alors, on n'est pas trop sûr. Bien sûr, il y a des causes que l'on défendra toujours, et nos valeurs fondamentales sont immuables. Mais il y a des fois, vraiment, on n'en sait rien. Et vous savez quoi? Ne pas être sûr, non seulement c'est ok, mais c'est aussi rester ouverte à la possibilité d'en apprendre plus, de changer d'avis, d'évoluer. On vous en dit plus par là. Et donc là, il y a un lien qui mène vers l'article détaillé. Numéro 2, faire une crise d'angoisse dans un moment tout sauf angoissant. La première fois que ça nous est arrivé, on a vraiment cru qu'on allait y passer. Tranquille, dans la queue du Carrefour, en train d'écouter un remix de Dalida, des Coco Pops plein le caddie, on a senti notre cœur s'emballer d'un coup. Puis on n'arrivait plus à respirer, on a eu chaud, des vertiges, et puis envie de crier sans y arriver. Bref, une crise d'angoisse, quoi. Au début, ça surprend. Et après, c'est toujours aussi relou. Surtout quand ça arrive à un moment où on se pensait totalement sereine et reposée. Non, mais je te jure, ça va vachement bien en ce moment. Pour le topo sur les crises d'angoisse, aussi appelées attaques de panique, on vous rencarde par ici avec 4 conseils directement chopés à nos psys. Numéro 3,
déplorer son hypersensibilité et en être fier. Souvent, quand on nous demande si ça va, on ne sait pas trop quelle réponse choisir entre bien et bof. Tout ce qui nous vient en tête, c'est beaucoup trop. Souvent, on a l'impression que certaines infos glissent sur le dos des autres, alors qu'elles nous transpercent puissance 1000. Vous aussi, bienvenue au club des hypersensibles. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut transformer cette condition en super pouvoir et en faire une vraie force. Ou en tout cas, un outil qui permette d'enrichir son expérience grâce à l'originalité de son point de vue, de ses sentiments et de ses perceptions. Cliquez ici pour la petite liste des privilèges des ultrasensibles. Numéro 4, refuser de changer pour mieux progresser. Changer de boulot tous les 2 ans, de ville tous les 8 mois, de partenaire quand ça nous chante et de SAP tous les 4 matins, c'est à peu près ce qu'on nous demande pour rester dans le game de cette société où tout va à 1000 à l'heure et où rien ni personne ne peut rester en place. Faire carrière dans la même boîte ou rester toute sa vie avec la même personne nous rendrait même boring. Alors comment vous dire qu'on n'est pas du tout d'accord avec ça ? On vous explique pourquoi cette injonction est carrément toxique, juste là. Bref, accepter ces paradoxes, c'est un bon premier pas pour se sentir bien. Et d'ailleurs, on est si nombreuses à vivre ça que là-dessus comme sur le reste, en fait c'est comme d'hab, on est ensemble. Bonne semaine. Merci. Merci beaucoup Lola d'avoir donné à entendre à vive voix les mots de ta page. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous expliquer l'histoire de ta page, comment est née ta page, parce qu'en fait ta page a eu plusieurs vies. Oui, absolument. Donc en fait, avant que ta page n'existe, chez My Little, on avait une appli qui s'appelait My Little App. Et donc sur cette appli, on trouvait tous les jours un bon plan. Donc un cadeau, une petite promo, une réduction, etc. Et moi, quand j'ai rejoint cette équipe en 2016, on a commencé à mener pas mal d'études et de panels sur notre communauté. Et on s'est rendu compte en fait que ces jeunes femmes qui nous suivaient, elles avaient des envies et des attentes qui allaient bien au-delà de simplement des bons plans. Même si une petite réduc chez sa marque préférée, ça fait toujours plaisir. Là-dessus, tout le monde était d'accord. Mais donc peu à peu, voilà, on a approfondi la ligne éditoriale de ce média, on a diversifié les sujets abordés, jusqu'à lancer un tout nouveau média, complètement en phase donc, avec son époque, donc ta page. Pour parler à cette génération donc, qui... je vous apprends rien, passe son temps sur les réseaux sociaux, synchronise sa boîte mail 10 fois par jour. En plus de l'appli mobile, il nous paraissait essentiel de lancer une newsletter, donc ce qu'on a fait en 2017, tout en continuant de travailler notre présence sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et désormais TikTok depuis l'année dernière. Et le virage, d'ailleurs, il avait été bien suivi par la communauté, parce que c'était assez radical quand même comme changement, même si ça a été progressif. Oui, absolument. Donc on avait quand même pas mal, c'était quand même donc pas mal renseigné avec nos lectrices avant d'entamer ce virage qui a été donc effectivement assez, qui s'est fait progressivement. Et en fait, chez ta page, notre communauté, c'est vraiment notre force. On échange avec elle tous les jours, que ce soit par message privé ou par mail. Ce qui nous permet vraiment de rester au contact de leurs préoccupations au quotidien, en fait. Donc on est toujours hyper en lien avec elles. D'ailleurs, ce qui est le plus étonnant, c'est encore la confiance qu'elles nous accordent. En fait, elles nous écrivent hyper souvent de leur plein gré pour nous poser des questions ou pour nous partager des témoignages hyper intimes sur leur complexe, sur leur couple, sur leur sexualité, sur leur trauma, etc. Enfin, c'est vraiment comme la relation qu'on peut avoir avec une grande sœur. Et ça, c'est assez lié au fait que, comme vous venez de l'entendre, on n'hésite pas à nous-mêmes exprimer nos propres doutes, nos propres ressentis, nos propres paradoxes, etc. dans nos contenus. Et puis, on leur parle toujours avec un ton qui est très oral. On leur parle comme à nos copines en fait. Donc il y a vraiment cette relation qui est très humaine, très intime entre elles et nous, et un vrai lien de proximité. Donc en fait, elle s'est toujours, l'évolution, elle s'est faite assez naturellement, et donc elles ont bien suivi puisqu'on était toujours hyper en lien avec elles pour co-construire ça en fait quasiment quoi.
La question que je posais ce matin, hein, c'est Romain Dessalle qui dit que les 2 piliers d'une bonne newsletter sont le tri et le ton. Donc tu viens d'aborder la question du ton. En fait, on est dans un truc hyper intime où on partage nos propres soucis du moment. Et en termes de tri, finalement, c'est vraiment la même chose, quoi. C'est d'être dans un truc un peu de transparence totale et de se dire qu'en fait, il y a ce côté, nos problèmes intérieurs, en fait, souvent, ils résonnent avec l'extérieur et on parle tous de la même chose. Comment tu définirais ta ligne édito et qu'est-ce qui vous guide entre les thématiques, quoi? Effectivement, donc déjà l'équipe, on est assez proche en fait de notre cible, donc on partage relativement les mêmes préoccupations au quotidien. Et donc effectivement, chez Tapage, on aborde tous les sujets qui font partie de la vie de ces jeunes femmes, et donc par ricochet de la nôtre aussi. Donc on va autant parler de leurs vêtements que de leurs engagements, en passant par leur corps, leurs relations, leur santé mentale, leur travail, la prochaine série Netflix qu'elles vont adorer. Donc c'est hyper large. Et on considère vraiment que tous les sujets qui comptent pour elles sont importants. Donc on va autant parler de sujets légers, parce que on aime toutes lire notre horoscope et parler make-up, que de sujets plus engagés, parce que c'est effectivement, donc, comme tu le disais au début, une génération qui a un paquet de combats à mener, donc à la fois des combats personnels et intimes, que des combats collectifs. Donc effectivement la lutte contre les inégalités de genre, la protection de l'environnement, etc. Et voilà, donc en gros on se base à peu près là-dessus, donc pour choisir nos sujets, quoi. Donc en gros tout ce qui touche les jeunes femmes, on estime que c'est important d'en parler, quoi. Oui, dans ton manifesto, il y avait cette phrase, hein, tu disais, on dit souvent que les jeunes femmes aiment parler de tout et de rien, mais surtout de tout. En fait, il y a ce côté très conversationnel qui permet en fait d'aborder tous les sujets et d'être en fait comme avec des gens qu'on connaît, où on peut parler de tout, ouais. Quoi. Et surtout, on considère qu'on ne parle jamais de rien. Il n'y a pas de sujets qui n'ont pas leur importance, si c'est important pour nos lectrices. Top. Dernier truc que j'ai complètement oublié de dire sur les détails pragmatiques. Tu peux nous dire combien de fois est-ce que la news Tapage est envoyée par semaine et quel jour en général? Alors elle est envoyée 2 fois par semaine. Il y en a une qu'on envoie à nos lectrices qui sont partout en France, donc ce qu'on appelle la newsletter Natio. Donc ça c'est 1 fois par semaine, généralement plutôt en début de semaine, plutôt le mardi. Ce qui nous laisse le temps d'écrire le lundi. et donc il y a une deuxième newsletter qui est envoyée cette fois-ci qu'à nos lectrices qui sont à Paris ou en Ile-de-France. Et là donc on va plutôt parler pour le coup de sujets très ancrés donc dans la région, donc plutôt des bons plans, des adresses, des idées de sortie, d'exposition, etc. Donc 2 fois par semaine. Génial. Merci beaucoup Lola d'être venue ce soir. Alors, pour terminer cette fois définitivement le festival de la newsletter, on va enchaîner avec une 3e version de l'intime que ne renierait pas encore une fois Romain Dessalle de TTSO, mais il faut que j'arrête de le citer. Mais en tout cas, il a l'habitude de terminer sa newsletter en parlant de sexe. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire pour terminer, en parlant cette fois de désir. Et c'est Rebecca Amselem, la fondatrice de Gloria Media, qui revient pour évoquer ce sujet avec nous. Hello Rebecca, merci d'être de retour. Hello, merci à toi de m'avoir réinvité. Alors, quel est l'objet de la newsletter que tu t'apprêtes à nous lire? Alors, c'est une newsletter que j'ai écrite il n'y a pas très longtemps, qui a été envoyée il y a 2 semaines. Et c'est une newsletter que j'ai appelée la politique du désir. Donc je la lis, c'est ça? On t'écoute. Ok. Alors, oui, elle est un petit peu trop parfaite pour être réaliste. Oui, on se demande comment ces ados font pour faire abstraction du racisme, du validisme, du classisme, du sexisme ou de la transphobie qui nous submerge au quotidien. Oui, la série Sex Education peut énerver tant elle répond à tous les codes de l'engagement progressiste. Néanmoins, comment se fait-il que ce soit une plateforme de vidéos américaine qui propose la meilleure éducation sexuelle qu'une personne souhaiterait recevoir? Comment une série anglaise nous apprend-elle que le désir n'a rien à voir avec la justification d'un agresseur ou l'inquisition d'un conservateur, mais révèle un sentiment bien féministe? Nous ne devrions pas avoir honte d'avoir des désirs sexuels. Vous donnez l'impression que le sexe est terrifiant, mais ça ne l'est pas forcément. Cela peut être amusant et beau, et cela peut même vous apprendre des choses sur vous-même et sur votre corps. Ces mots, c'est Maeve Wiley, personnage de 17 ans de la série Sex Education, qui prononce tranquillement cette phrase lors d'un cours d'éducation sexuelle qui aurait pu avoir lieu dans les années 50. Le désir peut nous prendre par surprise. Alors attendez, je vais devoir faire une pause parce que...
En fait, je suis sur le site et il faut être abonné pour lire la suite. Tu n'es pas abonné. Oups. Désolée. Oups. C'est bon, je reprends. Le désir peut nous prendre par surprise, nous amener quelque part où nous n'avions pas imaginé aller un jour, ou vers quelqu'un que nous n'aurions jamais pensé convoiter ou aimer. Dans les meilleurs cas, les cas qui font peut-être notre meilleur espoir, le désir peut trancher avec ce que la politique a choisi pour nous et choisir pour lui-même. La chercheuse Amya Srinivasan explore la face politique du désir dans son nouvel ouvrage « The Right to Sex », Bloomsbury 2021. Pour comprendre les enjeux liés au désir, Srinivasan signe Audre Lorde. Nous avons été élevés à craindre le oui en nous-mêmes, nos envies les plus profondes, car les exigences de nos attentes libérées nous conduisent inévitablement à des actions qui aideront à mettre notre vie en accord avec nos besoins, nos connaissances, nos désirs. Et la peur de nos envies les plus profondes les rend suspectes, nous maintient dociles, loyales et obéissantes, et nous amène à nous contenter ou à accepter de nombreuses facettes de notre oppression en tant que femmes. Et elle a écrit ça dans un livre qui s'appelle « The Erotic as Power » en 1978. Car le désir nous est enseigné comme un sentiment similaire à la peur, et c'est tout l'intérêt de la série Sex Education que de déconstruire ceci. Au détour d'une scène de la série, on voit un site montrant que toutes les vulves sont belles. On redécouvre que le consentement est fondamental, ou encore que la non-binarité n'est pas une mode. Le désir ne peut pas être source de honte, ne doit pas être source de honte, mais de savoir. Le désir ne doit pas être masqué, mais dévoilé. Le désir doit être politique. Il y a bien sûr des risques réels à soumettre nos préférences sexuelles à un examen politique. Nous voulons que le féminisme puisse interroger les motifs des désirs, mais sans honte d'être traitées de salopes, sans pudeur ni abnégation, sans dire aux femmes qu'elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent ou ne peuvent pas profiter de ce qu'elles veulent dans les limites du consentement, continue Amya Srinivasan. Le désir est encore politique car la révolution sexuelle des années 60 n'a pas libéré tout le monde. La chercheuse affirme que la fameuse révolution n'a pas créé de nouveaux et nouvelles gagnantes et perdantes. Elle n'a pas non plus créé une nouvelle hiérarchie qui est venue remplacer l'ancienne. Ce qui est remarquable à propos de la révolution sexuelle, dit-elle, c'est à quel point cela n'a pas changé les rapports entre les sexes d'un iota. Les femmes qui disent non veulent toujours dire oui, et les femmes qui disent oui sont toujours des salopes. Les hommes noirs et les hommes allés sont toujours des violeurs, et le viol des femmes noires et allées ne compte toujours pas. Et d'ajouter, oui donc, qui donc ? La révolution sexuelle a-t-elle vraiment libéré ? Nous n'avons encore jamais été libres. Voilà. C'est la première fois que je lis une newsletter. Et alors, qu'est-ce que ça... Voilà. Je me suis rendu compte qu'il y avait des coquilles. Ça m'a trop énervé. Ah ben, en tout cas, au moins on ne les voit pas quand on lit, c'est l'avantage. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas de t'être prêté à l'exercice. Donc ça, c'était un extrait de ta newsletter Les Glorieuses. Mais au départ, toi, tu es docteur en économie. Donc tu peux peut-être nous raconter comment tu es passé de l'économie aux Glorieuses ? Oui, c'est un hasard, je pense, comme beaucoup de choses dans la vie. Quand j'ai lancé Les Glorieuses, j'étais encore doctorante à Paris 1 et c'était la fin de mes 2 premières années de doctorat et j'entrais dans la 3e. Et en fait, la 3e, généralement, on arrête ou alors on fait un peu moins de cours et on commence l'écriture de la thèse, qui est un exercice très solitaire, très intéressant, mais très, très solitaire. Et le fait de ne pas avoir de cours fait qu'on s'isole encore plus. Et c'était vraiment une pensée qui me terrifiait, en fait. Et au même moment, je commençais à lire énormément d'articles, notamment dans la presse anglo-saxonne, sur les féminismes et les nouveaux courants féministes qui émergeaient. Et c'était à une époque où il n'y avait pas grand-chose encore en France. Il y avait un site internet qui s'appelait Chic Magazine, qui était hyper intéressant. Il y avait un magazine papier qui s'appelait Cosette, qui était aussi très intéressant. Mais en tout cas, ce qui me manquait, c'était, selon moi, c'était une approche très culturelle, très littéraire du féminisme, ce qui m'intéressait finalement. Et donc, finalement, je pense que la peur d'être isolée et ces nouveaux articles que je lisais m'ont donné envie de créer un nouveau format, enfin pas forcément un nouveau format parce que le format c'était par défaut, mais plutôt un nouveau contenu autour de la notion de féminisme. Et en fait le format newsletter il s'est imposé parce que en fait c'est hyper simple de lancer une newsletter, c'est gratuit quand on a moins de, je crois, 5000 abonnés, c'est très facile d'utilisation et je suis vraiment très nulle en Internet, je sais pas comment on dit. Tout est très très simple en fait. Ça devient compliqué après, mais au début c'est simple. En termes de ton, alors est-ce que toi tu étais plus dans justement,
donner plus d'écho à des messages que tu voyais passer justement aux États-Unis, ou être dans un truc plus introspectif, un peu des deux? Comment tu te situais par rapport à ça? Alors l'idée c'était pas d'importer une pensée américaine en France. C'était vraiment pas l'idée. C'était juste d'amplifier une sensibilité à des questions. Mais pardon, oui, voilà, c'était plutôt dans ce sens-là. Et en fait, j'ai pas utilisé le terme jeu dans la newsletter des Glorieuses avant que je sorte mon premier livre. Et c'était en 2018, je dirais. Donc pendant 2 ans et demi, voire 3 ans, je n'utilisais jamais jeu, je signais jamais la newsletter. Et j'avais aucune envie de... Enfin, je sais pas. Pour moi, c'était une évidence de pas parler de moi et de pas parler du jeu parce que, enfin, moi comme sujet, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, ce sont les idées, c'est les histoires que j'avais envie de raconter, mais pas moi en tant que personne. Et je crois que c'est après une discussion avec d'autres amis et activistes féministes où elles m'ont dit que en fait, ça faisait partie de l'exercice aussi que de s'analyser et analyser nos propres privilèges et analyser notre propre évolution féministe. Et je pense que j'ai une phrase que j'avais écrite dans la newsletter ou dans le livre, je ne sais plus, mais c'était qu'on ne naît pas féministe et on le devient. Et c'est exactement ça, en fait, c'est un parcours. Je pense que j'ai été sexiste pendant une grande partie de ma vie parce qu'on m'a enseigné à être sexiste. Et en fait, ce sont des étapes effectivement de déconstruction de cette société que je voulais raconter dans la newsletter. Et aujourd'hui, je raconte, mais je raconte vraiment pas tout. Du coup, ce travail de déconstruction, tu l'as entamé assez tôt. Enfin, en tout cas, tu étais parmi les premières à consacrer une newsletter à cette thématique, enfin, si ce n'est la première. Et du coup, enfin, voilà, est-ce que tu as des lectrices que tu as vraiment accompagnées dans ce parcours? Enfin, voilà, quelle relation tu as avec ta communauté? Quel type de témoignages est-ce que tu as reçu sur l'impact que tu avais sur leur vie et leur parcours? Alors, je pense que je ne suis vraiment pas une des premières à être déconstruite, ni à en avoir parlé publiquement. Sur une newsletter française, sur une newsletter, et en tout cas consacrée à un média. Mais en fait, en France, il y avait des militantes qui étaient là depuis hyper longtemps et qui faisaient leur travail. Mais en fait, je pense que ça arrivait à un point. Enfin, je pense que c'est un peu comme tout dans la vie. Je pense que la newsletter, elle arrive à un bon moment. Et en fait, il y a eu un engouement autour de ça parce qu'il y avait un intérêt par ailleurs il y avait un terreau quoi, autour du féminisme. Mais je suis vraiment pas une des premières. Et en fait, je pense que plus j'étudie la question d'ailleurs, et plus je vois qu'en fait, je suis juste l'héritage de centaines d'années qui travaillent sur cette question-là. Et après, ce qui est intéressant avec cette newsletter, c'est que effectivement, ça accompagne un certain nombre de femmes, notamment, on va pas se mentir, qui veulent s'engager davantage dans le féminisme, mais d'abord qui veulent entamer un chemin intellectuel. Et c'est ça que je propose de faire. En fait, je dis pas du tout quoi penser dans cette newsletter. Je dis pas, voilà, être féministe, c'est penser ça. Être féministe, c'est faire ça. Vraiment pas. Enfin, c'est limite l'inverse. En fait, ce que je dis, c'est que moi, je pense ça sur cette question-là et j'invoque telle autrice ou tel intellectuel ou tel philosophe. Mais à vous de vous faire votre propre avis. Et donc, je mets toujours les sources qui sont pas toujours, mais j'espère. J'essaye en tout cas le plus possible en accès libre pour que chaque lectrice puisse se faire son propre avis. Et le féminisme, de toute façon, c'est pas un mouvement unique, il y a 1000 nuances dans ce mouvement, et c'est ça que j'adore d'ailleurs dans le mouvement féministe, et que j'encourage vraiment mes lectrices à faire. Et du coup, une fois que tu les as initiées, en tout cas encouragées à faire ce travail, est-ce qu'elles te font des retours de changements que ça a induit dans leur quotidien? Oui, très souvent. Ça, j'aime trop. Ouais, est-ce que tu as quelques exemples, des petites anecdotes? Est-ce que j'ai des anecdotes? J'en ai pas une qui me vient tout de suite. Mais je sais qu'en fait, à chaque newsletter, je reçois des centaines et des centaines d'emails en retour. Et puis alors parfois, ce qui est assez rigolo, c'est que les gens se trompent. Ils voulaient transférer la newsletter à quelqu'un, mais du coup, on est destinataire et c'est ça m'a fait penser à Tata machin. Quand elle disait ça à Tal, franchement, en fait, tout s'explique. Et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup dans mes retours. C'est quand quelqu'un écrit tout s'explique. C'est en fait ce qu'on vit. Il y a une explication, et l'explication est qu'on vit dans une société hétéronormée, patriarcale, et en fait tout ça a une explication. Et les femmes qui vivent ce genre d'expérience ne sont pas folles, elles ne sont pas uniques, elles ne sont pas seules. Et finalement, c'est ça les Glorieuses. Et c'est aussi pour ça que j'ai appelé cette newsletter les Glorieuses, parce que pour montrer à la fois la diversité et en même temps pour montrer que
il existe une sororité entre les femmes qui va mettre fin à la société patriarcale et qui est plus forte que tout. Génial. Écoute, merci beaucoup Rebecca. On arrive à la fin de notre petit quart d'heure de lecture, mais on peut t'applaudir encore une fois. Merci à toi pour toute l'organisation. Merci beaucoup en tout cas aux 3 participantes de notre dernière session lecture. On a parlé de newsletter de manière assez théorique et ça nous paraissait hyper important pendant cette journée d'aussi vivre ces newsletters de manière plus sensorielle pour ressentir justement vraiment cette intimité qu'il peut y avoir et aussi peut-être créer un lien, j'espère, entre les auteurs et autrices qui sont venus se dévoiler un petit peu pendant ce festival. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pendant toute la journée et on espère, qui sait, peut-être à l'année prochaine pour la 2e édition du Festival de la Newsletter. Merci à Média en Scène de nous avoir hébergés aujourd'hui et merci à toutes les équipes techniques qui ont assuré pendant toute la journée. Bonne journée à tous et à toutes. Salut. Thank you.